Donc, je présente rapidement les deux intervenants qui vont nous présenter leurs travaux. Donc, Antoine Gérard, qui est doctorant en sociologie donc à l'université de Tours, mais aussi... Pardon ? Dis-moi. Non, je parlais... Ok. Et qui est aussi donc salarié de Domitis, qui est un gestionnaire de résidence-service. Et puis Maël Gonod, donc lui qui est chargé de recherche au laboratoire PAV et qui travaille plus précisément depuis son master, si je ne me trompe pas, sur les habitats intergénérationnels et maintenant les habitats participatifs. Donc je vous laisse la parole, messieurs, et je vous propose qu'on prenne toutes les questions à la fin comme on a fait jusqu'alors. Alors moi, je peux vraiment préparer de diaporamas. Juste quelques images. Et j'avais une question à vous poser. D'après vous, une résidence service senior, c'est quoi? Est-ce que c'est plutôt une sorte de mouroir doré, hein, on peut se souvenir du livre Gagatorium qui avait fait pas mal d'éclats. Ou est-ce que c'est un domicile avec service? Qui pense que c'est un mouroir doré, une institution? Pas tous en même temps? Une personne, d'accord. 2, 3. Qui pense plutôt que c'est un domicile avec... Alors, l'un n'exclut pas l'autre. Qui pense que c'est plutôt un domicile avec service? Ok. Ce qui est intéressant... Pardon? Ça dépend lesquels. Et moi, j'ai envie de dire, et c'est ça qui m'intéresse, ça dépend des personnes qui sont dedans. Ça veut dire que pour certains, la résidence-service ne va pas du tout avoir un caractère institutionnel. Pour d'autres, en revanche, la résidence-service senior va ressembler à une institution. Ces derniers vont souvent décider de ne pas rentrer dans l'établissement, et si, au départ, ils n'avaient pas vu ce côté institutionnel et qu'ils décident de rentrer dans l'institution et qu'ils le découvrent en contre-coup, bah, la douleur est quand même assez grande. Et bien cette distinction, cette hésitation qu'il y a, cette difficulté à se positionner, c'est exactement ce que ressentent la plupart des personnes âgées quand elles découvrent ce qu'est une résidence service senior. Et du coup, ça, c'est ce que je vous propose que l'on traite aujourd'hui. Comme l'a dit Anne Bérénice, moi je suis sociologue, mais je suis rattaché à une entreprise. Et mon job, c'est de faire en sorte que les personnes sachent où elles mettent les pieds et que la résidence service senior ne ressemble pas à une institution pour eux. Mon travail consiste à comprendre les personnes âgées, comprendre ce qu'elles veulent, ce qu'elles ont besoin, et d'élaborer les produits, les services, les expériences qui vont correspondre à ce qu'elles aient besoin. Et on s'en doute, elles n'ont pas envie d'institution, et pourtant certains perçoivent ce côté institution. Ça me fait poser deux questions. La première question qui me fait poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'un établissement comme une résidence service senior peut paraître une institution? La deuxième question que ça me fait poser, c'est comment on fait pour limiter ce caractère institutionnel que peut avoir un établissement tel qu'une résidence service senior. Alors, ces questions, pour y répondre, je ne vais pas faire une présentation trop classique. Il y a deux points qui me semblaient importants de développer. Aujourd'hui, pour limiter le caractère institutionnel d'un établissement, et depuis les travaux de Malon, je pense, il y a cette dynamique, cette reconnaissance que l'enjeu, c'est de domestiquer l'institution. Alors, notre collègue est parti, Fanny Cérez, mais c'est un concept qu'elle a énormément développé, ce concept de domestication de l'institution, qui consiste à rendre le plus domiciliaire possible les espaces de la résidence, de l'EHPAD ou de l'institution de manière générale. Et c'est plutôt une bonne idée. C'est plutôt une bonne idée, je vais vous expliquer pourquoi. C'est une bonne idée parce que, on le sait tous, les personnes âgées veulent vivre et vieillir chez elles. C'est quelque chose de très massif, il n'y a pas vraiment de remise en question possible. Après, on peut se poser la question si cette volonté se traduit par l'attachement à leur domicile, qui est leur propre, est-ce qu'ils veulent rester là où ils sont, ou est-ce que c'est l'attachement à
un modèle de type domestique. Il y a quelques années, j'avais travaillé... Ah, il y a un truc bizarre. Il manque un bout, là. C'est pas grave. Il y a quelques années, j'avais travaillé sur différents modèles d'habitat qui composent, on va dire, l'offre d'habitat pour personnes âgées. Et parmi ces habitats, on reconnaît bien sûr ceux qui sont traditionnels, l'habitat de type un peu hospitalier, qui est l'EHPAD dans son essence, un environnement froid et impersonnel, aucune évolutivité possible. Et cet habitat, c'est l'habitat qui est, on va dire, refusé de manière massive par les personnes âgées. Ce type d'habitat, c'est pas le seul qui existe. Alors, bien sûr, on l'a vu, hein, il y a quand même massivement, comme type d'habitat, on va dire un peu structuré, un peu dispositif, des EHPAD. Ce n'est pas les seuls qui existent. Il y a également des types d'habitat qu'on pourrait davantage classer dans un modèle familial. Et à mon sens, les alternatives qu'ont présentées tout à l'heure Hélène s'ancrent davantage dans ce type de modèle. Il y a des modèles davantage de type hôtelier. Ça, c'est vraiment des types d'habitat dans lesquels on va retrouver tout ce qui est résidence-service senior ou des EHPAD qui cherchent vraiment à gommer leur caractère médical pour davantage s'inscrire dans quelque chose qui est plus de l'ordre du resort, du divertissement, des loisirs, et gommer ce caractère très hospitalier que peuvent avoir les établissements. Mais on oublie quand même trop souvent que la immense majorité des personnes vivent chez elles, même à un âge avancé. Et ce modèle, c'est le modèle domestique. Et ce modèle domestique, ils y sont attachés, ils y sont fortement attachés pour un point bien particulier qui est synthétisé dans la littérature sous le terme de chez-soi. Et ce chez-soi, il regroupe à la fois ce caractère familier qu'on a de l'espace, qui est lié à la maîtrise de son espace, le fait de savoir, tout à l'heure Hippolyte l'a très bien dit, le fait, moi je sais où sont mes affaires, je sais où sont rangées telle ou telle chose, je ne vois pas pourquoi j'irais détruire ces repères en quittant mon domicile. Ce caractère domestique, ça s'incarne aussi par tout un tas de représentations propres à ce modèle-là. Aujourd'hui, si on vous demande de présenter votre maison, vous allez commencer par ce qui va le distinguer de la maison du voisin. Votre portail, votre porte d'entrée, le palier, etc. Tous ces codes du domestique, ça va être des codes auxquels les personnes âgées sont attachées et qui vont participer à constituer le chez-soi. Pour y revenir sur mon propos, les personnes sont attachées à ce modèle domestique et donc domestiquer l'institution, qui est la proposition faite par de nombreux projets, consisterait à faire passer les établissements du coin gauche vers le coin droit, en haut à droite. Il y aurait ce mouvement de translation à faire, de transformation des établissements, pour faire en sorte que l'établissement ne soit plus une institution. Alors posons la question directement. Est-ce que si la personne se sent chez elle dans l'établissement, si elle a la possibilité de reconstruire un chez-soi en établissement, est-ce que le caractère institutionnel de celui-ci a disparu ? Cette question, je me la suis posée, parce qu'une résidence service senior, par définition, c'est un domicile traditionnel. L'une des grandes différences de ce type d'habitat avec les structures médico-sociales qu'on a majoritairement traitées aujourd'hui, c'est que ça relève du secteur de l'habitat et pas du secteur médico-social. Ça veut dire que la personne qui vit dans cet établissement,
est dans son domicile, au sens strict de la loi, elle a signé un bail de location, et donc elle est véritablement dans ce modèle domestique. Au-delà de ça, ces établissements ont déjà réalisé tout ce travail de transformation de l'institution, de domestication de l'institution, pour mettre en avant cette possibilité d'être chez soi. Un appartement, puisqu'il n'est pas question de chambre en résidence service senior, un appartement est équipé, au même titre que n'importe quel appartement, d'une cuisine, d'une salle de bain, d'une chambre indépendante, d'une entrée privée, de tout un ensemble d'éléments qui permettraient de ne pas différencier cet appartement d'un appartement en centre-ville. Et pourtant, les personnes qui s'intéressent, les personnes âgées qui veulent rentrer dans ces établissements, perçoivent bien la possibilité d'être chez soi dans l'établissement. Tout est fait pour qu'ils la ressentent, pour qu'ils la perçoivent, et pour qu'ils ne perçoivent pas le côté institutionnel. Seulement, ce chez-soi ne fait que 50% du boulot. La domestication de l'établissement résidence service senior n'a pas suffi à gommer complètement l'image de la RSS comme un établissement gérontologique qui accueille des personnes âgées et donc qui serait une institution. La question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui, dans ces établissements-là, fait encore, pour la plupart des personnes âgées, référence à une institution? La réponse, c'est les espaces communs, les équipements partagés et les services collectifs. Ces établissements, pour se distinguer des EHPAD, font le choix de mettre en avant tout un ensemble de services et d'équipements que ne posséderaient pas les autres établissements centrés sur le soin. Sur le papier, c'est une stratégie extrêmement intéressante. Elles veulent sortir du modèle hospitalier. Et pour sortir du modèle hospitalier, ils vont proposer tout un ensemble de dispositifs qui vont leur permettre de se positionner autre part que dans la sphère du soin. Proposer des espaces de bien-être, de détente, de convivialité, va jouer ce rôle-là. Malheureusement, dans cette démarche de distanciation avec le modèle hospitalier et de rapprochement avec le modèle hôtelier, elles vont créer autre chose. Elles vont créer une nouvelle image de ce qu'est la résidence service senior et gommer le côté que c'est un domicile avec service pour s'inscrire dans le côté c'est un établissement collectif avec service dans lequel il faut apprendre à vivre ensemble. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que, certes, ça permet de se distinguer de l'EHPAD, mais dans le même temps, ça fait peur à beaucoup de personnes âgées. Beaucoup de personnes âgées n'ont pas envie de vivre ensemble, n'ont pas envie de ce côté collectif. Tout à l'heure, la question qui était posée à Hélène, c'est qui sont ceux qui veulent aller dans ces établissements? La question, si on me la pose, c'est des gens qui ne veulent pas forcément vivre ensemble. Des personnes qui recherchent un modèle communautaire, un modèle familial, iraient dans un autre type d'établissement. Ne choisiraient pas un établissement de 100 appartements, 110, 120, 150 appartements. Ils iraient plutôt vers des petites unités de vie dans lesquelles ils seraient davantage certains de retrouver cette convivialité qu'ils viennent chercher. Et là, c'est un paradoxe. Les personnes âgées ne désirent pas ce caractère collectif de la vie offerte par la résidence, mais la résidence service senior ne pense avoir comme seule arme pour se différencier cette vie collective et ses équipements. Et je suis bien placé pour parler de ce paradoxe, puisque j'ai joué franc jeu et j'ai mis des images de ma propre entreprise, puisqu'il s'agit des résidences pour lesquelles je travaille.
Et on est profondément pris dans ce paradoxe à essayer de se distinguer, se distancier des institutions, et en même temps, ce faisant, à rentrer dans une autre catégorie, qui est dans une catégorie hôtelière, dans laquelle on reste dans une institution. Alors, avant d'essayer de décider, de voir comment on peut faire pour dépasser ce paradoxe, on peut se poser une première question. Et la première question, ça serait pourquoi est-ce que le caractère collectif de ces établissements, finalement, fait institution? Si on reprend le modèle, le modèle d'habitat, la première raison pour laquelle ça fait institution, c'est parce que, finalement, on n'a plus le sentiment, on n'a plus ce que apporte le modèle domestique dans ces espaces collectifs. Et pourtant, la personne les paye. Et à partir du moment où elle a l'impression de payer cet accès à ces espaces, elle va revendiquer sur ces derniers les mêmes droits, les mêmes possibilités que ceux qu'elle a dans l'espace privé. Les deux font partie de son bail, et c'est normal pour elle, de son point de vue, qu'elle y ait les mêmes possibilités. Ce qui n'est bien sûr pas le cas. On ne peut pas avoir les mêmes possibilités sur un espace commun que sur un espace privé. D'autant plus, et on l'a dit tout à l'heure, ces espaces communs sont des ERP, alors de type J certes, mais qui ont quand même un certain nombre de normes, sur lesquelles tout n'est pas autorisé. Ça, c'est un premier point qui est important. Mais finalement, ce n'est pas le principal. Alors, bien sûr, ça fait longtemps, principalement, ces personnes n'ont pas vécu dans des établissements collectifs au cours de leur vie. On reste quand même sur des personnes dont le modèle d'habitat traditionnel a été celui de la propriété privée individuelle. Et donc passer de cette propriété privée individuelle à un établissement collectif, c'est quand même une marche importante à passer. Mais ce n'est pas le seul problème. L'autre problème, c'est pourquoi ça fait institution, mais peut-être tout simplement parce que ce n'est pas leurs aspirations. Et ça, je pense que c'est un point qui est aussi très clair. Quelle est la part des résidents pour laquelle le caractère collectif de la résidence est une aspiration? Alors c'est une question que je peux vous poser. Moi, c'est une question qui m'a vraiment interpellé. Et donc du coup, je l'ai posée aux résidents, on l'a mesuré quantitativement. Et on est on est autour des 20%, un petit peu moins, mais on est à presque 20% des personnes pour lesquelles c'est une partie importante de ce qu'offre la vie en résidence. Un résident sur 5 affirme venir pour éviter la solitude. 1 sur 5. Ça veut dire que 4 sur 5, leur démarche est motivée par d'autres éléments, et ce vivre ensemble n'est qu'une contrainte qu'ils acceptent, plus ou moins, avec des résistances, mais qui reste une contrainte. Donc ce n'est pas une aspiration. Et le fait que ce ne soit pas leur aspiration participe à ce caractère institutionnel qui est donné à l'élément collectif. Je vous montre quelques autres photos parce qu'elles sont intéressantes. Il s'agit là, et puis des photos récentes, alors là, il y en a beaucoup. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir les rapports annuels, les dossiers de presse des groupes de résidence. D'accord ? Alors, j'espère qu'il n'y a personne qui travaille... J'espère qu'il n'y a personne qui reconnaît ces résidences, parce que je me ferai quelques ennemis. Mais du coup, on voit bien que dans ces éléments, c'est les dossiers de presse, donc c'est des photos qui sont mises en avant pour promouvoir ces établissements. On voit bien que la promotion est vraiment lieu sur ces espaces collectifs. Alors, on va valoriser ce qui à leurs yeux de promoteurs est valorisable, donc c'est ces espaces. Et quand on ne montre pas les espaces, parce que là, il y a quand même un point commun dans tous ces espaces qui, moi, m'horrifient, ils sont vides.
Il n'y a pas un seul habitant. Et quand ils mettent des habitants, voilà ce qu'ils mettent. Alors, j'aime bien cette photo, hein, parce que j'ai participé au casting, en fait, des personnes qui sont là. J'étais contre. Mais non, mais blague à part, lorsqu'on a voulu mettre des gens dans les établissements pour valoriser ces espaces, parce que ça reste des lieux de vie, donc si on les montre vides, ils ne sont pas pleinement valorisés. Pour les valoriser, il faut mettre des gens qui y vivent. On a mis des personnes âgées. Et une fois qu'on a mis les personnes âgées et qu'on a construit la publicité, on a testé et on a décidé de la montrer à des personnes qui ne connaissaient pas les résidences services seniors. Et leur réaction, elle a été celle d'un rejet, d'un refus très clair de ces vieux entre vieux. Alors, ça paraît hallucinant parce que quand on vient en résidence service senior, on se doute bien qu'on va être avec d'autres vieux. Il n'y a pas un candidat à l'entrée en résidence service senior qui n'est pas conscient que ses voisins seront des vieux. Mais il ne faut pas leur dire. Il ne faut pas trop leur dire parce que finalement, leur aspiration n'est clairement pas à un entre-soi générationnel. Et ça, c'est un élément intéressant parce que l'entre-soi, ils ne sont pas contre. Au contraire, c'est quelque chose qui va permettre de favoriser la discussion, la convivialité, la rencontre. Mais un entre-soi générationnel, un entre-soi qui est seulement basé sur des conditions d'âge, va au contraire limiter cette envie de convivialité. Et ça fait également partie des éléments qui vont faire que si je ne peux pas choisir mes voisins et qu'en fait on est juste entre vieux, on est juste parqué, va alimenter ce côté très institutionnel. Alors, voilà pour la première partie. Disons que qu'est-ce qui fait que ces établissements peuvent paraître des institutions aux yeux de certains. Alors, je vous rassure, hein, ces établissements fonctionnent plutôt très bien. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui arrivent à voir au-delà de ces éléments-là pour y rentrer et en sont particulièrement satisfaits. La question reste quand même de chercher à limiter les insatisfaits et les personnes qui seraient déçues de l'expérience qui est proposée. Et donc, comment on pourrait faire pour limiter le caractère institutionnel de ces établissements pour les personnes âgées? Je ne vais pas revenir sur la question de la domestication, je vais revenir sur ce qu'on vient de voir. Sur ce côté collectif, aujourd'hui, un groupe de résidence service senior comme le mien, mais comme n'importe lequel, va valoriser les espaces collectifs en pensant que c'est la principale valeur ajoutée de ces établissements-là. Ce que mes recherches montrent, c'est que clairement pas. La valeur ajoutée par ces établissements, c'est bien le domicile qu'elles créent. Recréer ce domicile, repermettre un chez-soi qui à la fois conserve toute l'indépendance et la liberté propre à un domicile et en même temps le confort et la sécurité d'un logement qui est neuf et pensé pour des personnes de cet âge-là, va contribuer massivement à la satisfaction et au fait de se sentir bien dans l'établissement. Et reconnaître cette première valeur, ça permettrait déjà d'éviter de bombarder comme seule image de ce qu'est une résidence service senior à des espaces collectifs, des bâtiments, des services où on est tous ensemble, pour au contraire valoriser les personnes. Le deuxième élément qu'on peut faire, et sur lequel on travaille pas mal, c'est de favoriser l'intégration des personnes. Si la première réaction peut être une réaction de refus, quand on voit cet entre-soi générationnel, si on arrive à transformer cet entre-soi générationnel en quelque chose davantage en accord avec les aspirations des personnes, qui sont de maintenir une convivialité certes, mais une convivialité choisie, et donc de passer d'un entre-soi générationnel à un entre-soi d'intérêt, à un entre-soi social, à un entre-soi local.
va participer davantage à gommer ce caractère-là. Et deuxième élément, merci Admiralis, tu m'as fait perdre mon fil. Et le deuxième élément de favoriser l'intégration, je l'ai perdu. C'était le plus important. Non, c'est pas grave. Ça me reviendra, je le dirai dans les questions s'il y a besoin. Comme ça me laisse un petit peu de temps pour conclure. Et pour conclure, je dirais que la tentative de domestication des établissements, qui vont les faire passer d'établissements hospitaliers à des établissements davantage dans le modèle domestique, est une excellente chose. Mais ça fait que 50% du boulot. Le reste du boulot à faire, c'est d'assumer ce caractère domestique, de l'assumer jusqu'au bout et de reconnaître aux personnes âgées la pertinence de leur envie d'être chez eux et de vieillir chez eux, même si c'est dans un établissement qui n'est pas leur domicile traditionnel. Un établissement, aujourd'hui, n'a pas besoin de faire une compétition de qui a le plus de services ou le plus d'équipements pour satisfaire les clients qui y sont. Et je m'arrête là et je n'ai toujours pas retrouvé le deuxième élément. Bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler d'habitat participatif et j'aurai pas de PowerPoint. Donc ça va vous reposer les yeux pour la dernière intervention. Qu'est-ce qu'on va avoir en fond du coup? Bon, très bien. Ah. Donc je vais vous parler d'habitat participatif et pour commencer je vais faire un bref retour sur un petit peu l'histoire de l'habitat participatif en France. Ça a commencé dans l'immédiat après-guerre avec le mouvement des castors. Donc les castors c'était des ouvriers qui avaient pour objectif de construire eux-mêmes leur maison sur leur temps libre, tout simplement. Ensuite il y a eu un renouveau dans les années 70 à la suite de mai 68 avec tout ce qui a été dans la mouvance de l'habitat groupé ou habitat groupé autogéré. Donc là où il y avait une forte dimension militante, mais toujours sans reconnaissance légale de la part des pouvoirs publics. Et enfin, donc c'est un nouvel essor de l'habitat participatif dans les années 2000 qui va aboutir sur une reconnaissance légale cette fois-ci en 2014 avec la loi ALUR, qui donne sa définition de l'habitat participatif comme une démarche citoyenne qui permet à des personnes physiques de s'associer, le cas échéant avec des personnes morales, afin de participer à la définition et à la conception de leur logement et des espaces destinés à un usage commun. Donc pour moi, ce qui est important à retenir de cette définition, c'est deux choses. La première chose, c'est la participation des habitants au projet, donc au projet architectural, mais aussi à la programmation. Et la seconde chose, c'est la prise en compte d'espaces communs, de mutualisation de certains espaces. Aujourd'hui, l'habitat participatif, ça existe principalement sous deux formes, les coopératives d'habitants et ensuite les sociétés d'attribution et d'autopromotion. Finalement, qu'est-ce que c'est l'habitat participatif? Tout simplement, c'est essayer d'impliquer les futurs habitants, les citoyens, dans l'élaboration de leur futur habitat. À la fois dans la conception des logements en eux-mêmes, c'est-à-dire déterminer un petit peu l'espace que l'on souhaite et déterminer les formes que ça peut prendre, mais aussi la programmation, c'est-à-dire un petit peu le projet dans son ensemble. Donc quand c'est un bâtiment collectif, ça va être le nombre de logements, ça va être les espaces extérieurs, ça va être les espaces qui sont mutualisés ou mutualisables. Dans la plupart des cas, les gens qui participent à cette démarche sont de futurs habitants. Mais dans certains cas, ça peut être aussi une sorte de panel qui est constitué pour l'occasion. C'est notamment le cas de l'habitat participatif locatif qui est encore très rare aujourd'hui, mais qui fonctionne un petit peu sur ce principe-là, de constituer un panel représentatif de personnes qui sont de potentiels futurs habitants du projet en question. L'intérêt de cette démarche, c'est que ça permet non pas d'adapter le logement aux besoins d'une personne sur un temps précis, mais c'est que ça permet de l'adapter aux besoins ou aux envies de plusieurs personnes. Alors bien sûr, c'est géographiquement et historiquement situé, mais voilà, en tout cas, ça permet d'avoir une ouverture un peu plus grande sur l'adaptation du logement. En ce qui concerne les personnes âgées, le projet pionnier que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, c'est la maison des Baba Yaga à Montreuil.
qui a été un projet qui a duré pendant presque 20 ans avant de voir le jour, puisqu'il a vu le jour en 2013. Donc c'était réellement pensé comme l'anti-maison de retraite, et où là ça fait écho à la question de la journée, peut-on se passer de l'EHPAD, où la volonté c'était vraiment de se gérer entre femmes, puisque c'est un projet exclusivement féminin, avec l'idée d'éviter absolument l'institution et de pouvoir se gérer entre elles. Je vais faire un rapide point sur la méthodologie maintenant. Le travail que je vais vous présenter, ça s'insère dans le programme de recherche qui est mené par le laboratoire PAVE depuis 2016, Habitat, vieillissement et filière de production vers des innovations sociales. Donc c'est un programme qui est mené sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine et qui se termine en fin d'année. Voilà. Donc on a exploré différents types d'habitats et dont l'habitat participatif en fait est une de nos 5 typologies. Donc je vais vous présenter des résultats qui sont pour l'instant provisoires et essentiellement issus de 3 études de cas. La première, c'est une coopérative d'habitants, donc c'est un projet citoyen qui regroupe des personnes âgées. Alors il n'y a pas de définition précise de à partir de quel âge et jusqu'à quel âge on peut intégrer le projet, mais l'idée c'est quand même de rester entre personnes âgées en milieu urbain. Le second, c'est un projet volontairement intergénérationnel, qui est un projet en accession à la propriété en milieu urbain et également un projet citoyen. Et le dernier, c'est un projet d'habitat, alors pour le coup plutôt partagé et accompagné, mais également avec une notion participative, puisque la conception des espaces, là, sont faits par des ateliers participatifs, par des personnes qui ne sont pas forcément de futurs habitants, mais de potentiels futurs habitants. Et ça se passe en milieu rural. Petit point rapide sur la méthode, c'est essentiellement des entretiens et des observations de réunions publiques et d'ateliers participatifs qui ont été réalisés. Donc c'est une vingtaine d'entretiens qui sont menés à la fois auprès d'habitants ou de futurs habitants, mais aussi de concepteurs, d'accompagnateurs et d'élus locaux. La chose suivante que je voudrais aborder, c'est les raisons qui poussent à s'inscrire dans ce type de démarche. Et pour moi, il y a 2 types de facteurs qui poussent à s'inscrire dans une démarche participative. Des facteurs que je qualifierais de structurels, c'est-à-dire des facteurs qui opèrent sur le temps long, qui vraiment structurent la réflexion et la démarche à s'inscrire dans ce type de projet, et des facteurs qui sont conjoncturels, qui constituent des points de rupture dans le parcours résidentiel des personnes. Donc les facteurs structurels, c'est... ils reposent sur, en tout cas, la forte volonté d'anticipation dans leur parcours résidentiel des personnes, avec 2 constats qu'ils font de leur propre parcours. Le premier, c'est que la relation qu'ils entretiennent avec leurs enfants est nécessairement différente de celle qu'ils avaient avec leurs propres parents. Et la deuxième chose, c'est pas vraiment un constat, mais c'est un rejet massif de l'institution. Donc la relation aux enfants, elle est différente dans le sens où, ça a été dit tout à l'heure, il y a une forte volonté chez ces personnes-là de ne pas faire peser le poids de la vieillesse sur leurs enfants. C'est-à-dire une forte volonté d'indépendance, d'autonomie. Et en réalité, en fait, ils ne veulent pas faire revivre ce qu'ils ont vécu avec leurs propres parents, généralement. Et du côté des enfants, quand bien même les personnes seraient tout à fait disposées à avoir leur enfant qui vient les aider au quotidien, qui les héberge, du côté des enfants, c'est aussi plus compliqué, parce qu'il y a des rythmes de vie qui se sont décalés parfois. Il y a un éloignement géographique qui est plus important qu'il ne l'était il y a ne serait-ce que 20 ou 30 ans. Et il y a aussi de ce côté-là une augmentation de l'individualisme qui fait qu'on va peut-être privilégier un parcours professionnel, un parcours familial, à ce rôle d'aidant qui pourrait être joué auprès des parents. Concernant le rejet de l'institution, je pense que ça a déjà assez été dit. C'est le rejet de l'institution vis-à-vis peut-être d'expériences qui ont été vécues en tant qu'accompagnateur de parents âgés ou d'amis. Mais c'est aussi l'image très négative qui est véhiculée dans les médias, où à chaque fois qu'on parle d'EHPAD, de maisons de retraite, c'est pour en souligner les manques, les absences ou les dysfonctionnements. Ce rejet de l'EHPAD, ça amène une réflexion précoce sur une éventuelle alternative, finalement. Et cette alternative, souvent, elle est perçue dans le registre de l'habitat. Et c'est pour ça que je vais reprendre un petit peu ce qu'a dit Hélène Lénart il y a quelques minutes, où finalement l'habitat participatif ou partagé, accompagné, n'est pas forcément une alternative en soi, mais il est réellement vécu comme une alternative. C'est-à-dire que les personnes mettent en balance
un EHPAD dans lequel elles ne veulent absolument pas aller, et un déménagement dans un type d'habitat qui est différent de leur domicile, qu'on pourrait qualifier d'historique, dans lequel ils ont vécu une bonne partie de leur vie active, leur vie familiale. Ils mettent vraiment ces deux choses en balance, et bien évidemment, c'est le choix de l'habitat participatif qui est choisi. Les facteurs conjoncturels, donc, qui constituent des points de rupture, le premier, c'est l'entretien du logement. Parce que souvent, les raisons pour lesquelles on aime son logement, alors c'est valable pour l'appartement, mais c'est d'autant plus valable pour les maisons, c'est qu'on a pu investir son logement, on investit l'espace extérieur, on a pu y faire des modifications, des travaux, l'entretien. Et ces choses-là, en vieillissant, ça devient plus une contrainte qu'un réel plaisir. Et donc ça change un petit peu la nature de la relation qu'on a avec son propre logement. Donc d'un statut de quelque chose qui était agréable, ça passe vraiment à celui de contrainte et de charges difficiles à supporter. Le second facteur conjoncturel, c'est la solitude. Donc là, ça peut être le veuvage, mais c'est aussi une solitude qui est projetée pour les personnes. C'est-à-dire qu'elles se projettent dans un futur où la mobilité sera peut-être moins performante, où les activités du coup s'en recentreront et la sociabilité élective qui est liée aux activités, qui est liée à la mobilité, disparaîtra peu à peu. Il faut souligner le cas particulier des femmes à ce niveau-là, où il y a non seulement cette réduction des sociabilités, alors qu'elles soient projetées ou réelles, électives, mais il y a aussi un veuvage qui est anticipé. C'est-à-dire que la différence d'espérance de vie entre les hommes et les femmes est tellement ancrée dans les représentations que dans certains projets, certaines femmes disent, même à côté de leur mari, alors moi ça m'intéresse pas forcément pour maintenant, mais pour plus tard, pour quand je serai veuve. Donc voilà, il y a vraiment cette dimension-là chez les femmes qui est très présente, et cette recherche de lieu de vie en collectivité. Je vais aborder la dernière partie, qui est en fait la partie à laquelle je vais essayer de répondre à la question l'habitat participatif peut-il être une alternative à l'EHPAD? Et alors la première chose à évoquer, c'est que effectivement l'habitat participatif soutient l'autonomie des personnes. C'est-à-dire que ça permet de concevoir en premier lieu un habitat qui est adapté. Alors adapté sur le plan physiologique, sur le plan ergonomique, puisque la personne est capable de décider de la répartition de ses pièces, si elle décide d'avoir un logement plus grand, plus petit que celui qu'elle avait. Or, on sait que l'habitat, c'est une dimension essentielle du quotidien des personnes. Ça va avoir des conséquences directes sur l'état de santé. Un logement inadapté, ça peut très bien constituer un piège qui enferme les personnes s'il y a des marches, s'il y a des pièces trop petites, si les transitions ne sont pas satisfaisantes. Tandis qu'un logement qui est plus adapté, ça peut constituer au contraire une ressource pour pouvoir retrouver un petit peu de sociabilité, inviter des amis qui ont potentiellement aussi des difficultés de mobilité. Voilà. Donc à ce niveau-là, un habitat adapté, ça permet de soutenir l'autonomie des personnes, et ça soutient également l'autonomie parce que ça réduit les risques d'accident, tout simplement. C'est-à-dire que si le logement est adapté d'un point de vue ergonomique, on réduit les risques de chute et donc les risques de séjour temporaire en EHPAD qui peuvent ensuite se transformer en séjour de plus long terme. Mais il y a des limites à cette capacité d'adaptation du logement, et ces limites, elles sont inhérentes à l'habitat participatif en lui-même. C'est-à-dire que c'est aux personnes d'anticiper et de connaître leurs besoins actuels et futurs, et donc de déterminer ce dont elles ont besoin et ce dont elles pourront avoir besoin. Or, aujourd'hui, comme l'habitat participatif il est souvent adossé à du logement social, on a des normes PMR, donc personnes à mobilité réduite, qui sont très présentes dans les projets, et qui sont très présentes aussi dans les représentations qu'en ont les gens. C'est-à-dire que quand on pose la question à une personne de savoir si son logement lui semble adapté pour quand il va vieillir, la réponse c'est souvent oui, mon logement est adapté, je peux y accéder en fauteuil. Ou alors non, mon logement n'est pas adapté, je ne peux pas y accéder en fauteuil. Et ça met entièrement de côté toutes les questions qui sont liées à l'ergonomie des logements, aux équipements domotiques, technologiques, ou même simplement des notions de confort qui peuvent être essentielles. À partir de là, si les personnes n'anticipent pas leurs besoins ou si elles ne prévoient pas, finalement, on va pouvoir se dire que ça va être à l'architecte de faire cette démarche-là. Sauf que souvent, les architectes pour ce genre de projet, ce ne sont pas des architectes qui sont spécialisés sur des questions d'habitat de personnes âgées ou même de vieillissement.
Ce sont des architectes qui font des projets d'habitat classiques, individuels, collectifs, des équipements. Et surtout, pour eux, ce qui est essentiel, c'est la dimension collective du projet. C'est-à-dire comment est-ce qu'ils vont pouvoir essayer de créer une vie collective du commun à partir de logements où il est important de préserver une intimité, mais en même temps de pouvoir voir les autres sans forcément être tout le temps visible. Ça va être vraiment cette dimension-là de la vie collective dans des logements individuels qui va être au cœur de leur réflexion. Donc le risque et la limite un petit peu de l'adaptation du logement en habitat participatif, ça va être une anticipation des besoins qui va être parfois limitée. Autre support de l'autonomie, ça va être sur le fait que l'habitat participatif va permettre de pouvoir programmer un petit peu toute l'opération. Où là, l'apport, ça va être par exemple de choisir l'opération avec des innovations techniques sur l'accès, sur la taille des logements, les arbitrages entre les espaces communs et les espaces publics, mais ça va être aussi l'introduction de certains dispositifs sociaux qui vont permettre un vieillissement réussi. Donc je vais prendre 2 exemples de projets qu'on a étudiés. Le premier, c'est l'introduction de petits studios dans les logements seniors d'un des projets, qui sont conçus initialement pour pouvoir accueillir un étudiant, donc faciliter un petit peu les relations quotidiennes, à la fois pour l'étudiant qui va pouvoir avoir du soutien le soir quand il rentre, mais aussi pour la personne âgée qui va avoir quelqu'un chez elle. Donc des discussions, un peu plus de sociabilité. Mais à terme, le rôle de ces studios est censé, et pensé en tout cas comme pouvant évoluer, puisque l'idée c'est, en cas de besoin, de pouvoir accueillir à domicile un aidant familial qui viendrait passer la nuit, un aidant professionnel qui viendrait surveiller également. Le second exemple, c'est un petit peu sur le même système, c'est l'introduction de 2 studios dans l'ensemble du projet qui peuvent servir, qui serviront initialement à l'accueil de jeunes travailleurs, d'étudiants, simplement du logement classique, et à terme avec la possibilité de éventuellement faire déménager une des personnes dans un de ces studios si son logement devient trop grand, devient inadapté à ses besoins, avec la possibilité de médicaliser ces logements beaucoup plus petits. Si l'habitat participatif permet, en tout cas soutient l'autonomie, c'est aussi parce que ça soutient la vie sociale. Parce que la dimension, on va dire, physiologique de l'habitat, c'est pas la seule dimension qui existe, il y a aussi une dimension sociale. Arrivé à un certain âge où des difficultés physiques apparaissent, l'idée, ça peut être simplement pour les personnes âgées de déménager dans un habitat adapté, comme peut l'être un pavillon de plein pied avec des portes larges, ou un petit appartement au rez-de-chaussée ou avec un ascenseur. Sauf que ce déménagement, arrivé à l'âge de la retraite, ça va faire perdre un réseau de sociabilité qui est important, qui est le voisinage. Et on sait que le voisinage, quand les mobilités se réduisent, c'est un réseau de sociabilité qui est essentiel pour les personnes âgées, d'autant plus qu'elles bénéficient d'un effet de solidarité un petit peu décalé à ce niveau-là, puisqu'elles vont pouvoir bénéficier, insérées dans leur quartier, des services qu'elles ont rendus des années auparavant auprès de leurs voisins plus jeunes à l'époque, sans que leurs voisins, aujourd'hui, ne leur demandent quelque chose en échange. Et dernière chose à ce niveau-là, c'est que l'habitat participatif, finalement, ça fait arriver des personnes âgées dans un environnement qui est nouveau, mais pas si nouveau que ça en réalité, puisque la démarche de projet en elle-même, elle prend du temps. Alors ça peut être 20 ans comme les Baba Yaga, mais ça peut être 10 ans, 5 ans. En général, c'est pas beaucoup moins de 5 ans. Ça nécessite des réunions régulières, voire très régulières. Parfois, dans la phase de dépôt de permis de construire, on est à 2 ou 3 réunions par semaine. Et donc ces réunions, cette démarche de projet va permettre de créer du lien. Ce qui fait qu'en fait, quand on arrive dans son nouveau logement, on ne va pas arriver avec des voisins qui sont des inconnus. On va y arriver avec des gens que l'on connaît parfois bien, avec qui on a pu échanger, parfois se disputer, mais en tout cas des gens que l'on connaît. Et alors je vais conclure un petit peu de l'autre côté en disant que même si ça permet de soutenir l'autonomie, l'habitat participatif, ça reste de l'habitat. Ça reste de l'habitat dans le sens où la prise en charge de maladies ou d'un vieillissement avancé, une perte d'autonomie, par le collectif, ça va avoir certaines limites. Et le collectif ne pourra pas prendre en charge tous les types de maladies. Je pense en particulier aux maladies de type cognitif, qui nécessitent un accompagnement médical, un suivi médical, et que le collectif pourra difficilement prendre en charge. La deuxième chose, ça concerne, et c'est un petit peu lié à la première, c'est l'attractivité de ce type de logement en cas de vieillissement et de perte d'autonomie de beaucoup de membres.
Parce qu'on observe ça en résidence autonomie dans certains cas, où il y a une sorte de scission entre deux groupes de personnes, les personnes qui sont autonomes et les personnes qui le sont moins. Où là, les personnes qui sont autonomes, quand on va les interroger, elles vont dire moi, j'aime pas trop ces personnes-là parce que c'est des vieux, ils sont totalement dépendants. Du coup, j'évite de les voir. Et effectivement, pour ces personnes-là qui peuvent parfois avoir 90, 95 ans, donc quand on dit que les autres sont des vieux, ça fait un petit peu sourire. Mais effectivement, elles ont raison, parce que c'est quelque chose qui les renvoie, alors potentiellement à leur futur, mais en tout cas à quelque chose qu'elles n'ont pas envie de voir. Et elles veulent éviter de voir ça. Donc si elles le peuvent, elles vont éviter la compagnie de ces personnes au maximum, ce qui les conduit parfois à rester chez elles. Pour l'habitat participatif, il peut y avoir un petit peu un problème similaire qui se pose à mesure que les personnes vont vieillir. Et c'est d'autant plus préoccupant ou important que dans les résidences autonomie, il y a 60, 80 logements avec une vie collective qui est facilitée, qui est possible, mais qui n'est pas essentielle. La personne peut être tout à fait autonome chez elle, elle peut avoir une kitchenette, elle n'est pas obligée de sortir voir les autres. Dans l'habitat participatif, où il y a mutualisation d'espace, cette vie collective, elle est vraiment essentielle au projet, c'est tout l'intérêt du projet. Et donc ce qui peut poser la question, alors non pas pour les premiers habitants, puisqu'ils ont toute une histoire commune, justement, de porter le projet ensemble, mais pour les nouveaux arrivants, à mesure que les générations vont se renouveler, de l'attractivité de ce modèle, d'arriver dans un habitat où il y a des personnes qui sont moins autonomes que nous, et alors est-ce que ça restera toujours aussi attractif pour ces personnes-là ? Et enfin, dernière chose, ça concerne le vieillissement simultané des habitants qui peut arriver. Alors, il n'y a jamais une génération de personnes qui ont exactement le même âge à 5 ans près. Hein. Souvent, c'est des écarts qui sont de 20, 30 ans, mais y compris pour les projets destinés à des personnes âgées. Mais la question qui se pose, c'est alors s'occuper de quelqu'un qui a 20 ans de plus quand on a 65 ans. A priori, si tout va bien physiquement, ça ne pose pas de problème. Par contre, 10 ans, 15 ans plus tard, ça peut éventuellement poser quelques difficultés du point de vue du vieillissement. Alors pour conclure, je vais essayer d'apporter une réponse à la question que j'ai posée, c'est-à-dire est-ce que l'habitat participatif peut être une alternative à l'EHPAD ? Et ma réponse va dépendre en fait de la conception qu'on a de l'EHPAD. Si on s'y réfère en tant que dernier lieu de vie, c'est-à-dire le dernier domicile ou dernier lieu de vie, puisque je ne sais pas si on peut appeler ça un domicile, oui, l'habitat participatif est tout à fait une alternative puisque ça offre un habitat qui est adapté d'un point de vue ergonomique, adapté d'un point de vue social. On vieillit entouré, on vieillit en sécurité. Donc effectivement, oui, c'est une vraie alternative. Par contre, si on se réfère à l'EHPAD en tant qu'institution qui permet de prodiguer le soin, de soigner des personnes malades, l'habitat participatif n'offre pas plus d'alternatives finalement que le domicile individuel, puisque l'hospitalisation à domicile elle est possible, mais comme elle est possible dans un domicile classique, ce qui change, c'est vraiment la dimension sociale du projet qui va faire qu'on va vieillir quand même plus entouré. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci à tous les deux pour vos communications qui ont été riches et qui s'ajoutent déjà à toute la richesse de cette journée. Donc, j'ai plein de choses à dire, évidemment, je pense comme vous tous. Donc, je vais essayer de synthétiser les propos que vous avez tenus sur 4 points différents qui font écho à des autres points de la journée, me semble-t-il. Le premier, c'est vraiment ce problème général de terminologie, en fait. Rien que quand Maëlle, tu dis, voilà, comme l'a évoqué Hélène, ces habitats alternatifs, participatifs, accompagnés. Voilà, maintenant, on parle d'habitat inclusif, d'habitat avec la loi Elan, etc. De l'EHPAD hors les murs. Donc là aussi, Louis avait bien insisté aussi sur cette thématique. Donc on voit bien que c'est encore un champ de recherche, on peut dire, qui se construit encore aujourd'hui, et même aussi un champ d'action pour les acteurs de terrain. Je pense qu'il y a vraiment ces deux volets qui se construisent de façon parallèle, où les chercheurs ont bien pris conscience du frémissement qui se passe sur le terrain actuellement, et on voit que ce sont des thématiques qui émergent assez fortement aujourd'hui. Donc effectivement, ce problème de la terminologie, il n'est pas juste accessoire, parce qu'il révèle aussi une vraie réalité de terrain. Le deuxième point, c'était, donc quand on regarde en fait, est-ce qu'on va comparer ces types d'établissements-là
à l'EHPAD en fait. Pourquoi comparer finalement les deux? Puisque ça ne reste pas forcément au même type de public, c'est pas les mêmes services qui sont rendus, ça va pas être aussi les mêmes coûts économiques. Enfin voilà, on a plein de différences entre les habitats, on va dire, alternatifs entre eux, mais aussi avec le modèle de l'EHPAD. Donc ça, c'était une autre question que je voulais poser. Pourquoi prendre finalement l'EHPAD comme étalon mesureur de ces autres habitats, ce qui m'amène au point suivant, puisqu'on voit bien qu'il y a une pluralité des vieillissements, avec vraiment une hétérogénéité des attentes et des besoins. Moi, j'ai été très marquée dans le cadre de mes travaux de thèse qui portaient sur les logements foyers de ces résultats-là. En fait, les personnes, elles veulent toutes quelque chose de différent. Donc le logement foyer, par exemple, ça va répondre très bien à certains types de populations, mais alors pas du tout à d'autres. Et si je prends mon cas personnel, je vois mes 2 grands-mères, il y en a une, elle serait ravie en logement foyer, alors l'autre, je pense qu'elle ferait une dépression nerveuse. Donc là, je pense que c'est un petit peu le même objet. Donc se dire, effectivement, finalement, c'est pour ça qu'il n'est peut-être pas nécessaire d'opposer ces différents modèles, mais qu'on peut avoir des solutions qui vont répondre à cette hétérogénéité des besoins, et donc qui vont peut-être être complémentaires. Et puis, ce qui me renvoie donc au profil, finalement, socio-professionnel, et puis au profil des gens, des résidents, des habitants, en fonction de comment on peut les nommer, qui vont être là aussi pluriels, et donc faire attention, finalement, à leur parcours résidentiel et à leur parcours même personnel, qui vont les emmener peut-être plutôt vers un type d'habitat ou vers un autre. Donc je pense que d'étudier aussi les trajectoires individuelles des individus, ça va vraiment être aussi un point qui peut être intéressant à voir dans le cadre de cette diversité des types d'habitats, en fait. Puisqu'on peut aussi imaginer, c'est une question que je me posais, les croisements entre ces différents modèles. Alors on peut prendre un exemple assez précis, les résidences services sociales par exemple. Antoine, je ne sais pas si tu as pu étudier le sujet, mais voilà, à la base, les résidences-services, c'était un modèle qui avait été imaginé pour une population qui avait un certain revenu, plutôt haut de gamme, et se développe de plus en plus des résidences-services dites sociales, qui finalement reprennent le projet d'origine qui était les logements foyers, d'offrir un cadre, un domicile indépendant dans un cadre finalement sécurisé avec certains services, mais à prix abordable, avec ce caractère social, où on peut imaginer peut-être d'autres mix, par exemple sur les colocations à destination des personnes qui ont des troubles cognitifs, peut-être qu'ils peuvent être aussi participatifs, notamment en faisant appel aux proches qui vont s'impliquer plus ou moins dans la vie de l'établissement, enfin pas du tout de l'établissement, pardon, du type d'habitat. Donc voilà. Donc ça, c'était un petit peu les réflexions globales que ça m'a amené de l'ensemble des communications, et puis plus particulièrement pour vos deux présentations. J'ai pour chacun 3 questions. Alors, vous n'êtes pas obligé d'y répondre maintenant, mais c'est peut-être des points pour vous pour prolonger ou échanger de façon plus large. Je vais commencer avec toi, Antoine. La première question, c'était sur quelle définition, finalement, du caractère institutionnel tu t'appuies? Surtout, en ayant entendu Pearl ce matin, c'est vrai que je me suis dit, finalement, il y a plein de définitions possibles du caractère institutionnel. Donc, peut-être ce serait bien de voir un petit peu sur toi, sur quelle définition tu t'appuies, puisque l'EHPAD, ça peut être vu de différentes façons, si on fait ce parallèle institution égale EHPAD, ce qui n'est peut-être pas nécessaire, peut-être pas forcément toujours au vrai. Donc voilà, c'est une question. Ensuite, en termes d'éléments plutôt méthodologie et statistique, la curiosité du sociologue qui dort en moi me fait te demander quelle méthode as-tu appliquée. J'imagine que c'est plutôt qualitative, combien d'entretiens, avec qui, quel type de profil, et quels éléments un petit peu statistiques sur les résidences-services. Parce que moi, j'avais eu beaucoup de mal à trouver des informations statistiques. Combien de résidences-services en France, ça représente combien de personnes, puisque ces établissements ne font malheureusement pas partie de l'enquête et pas de l'adresse. Puisqu'ils ne sont pas des établissements médico-sociaux. Donc voilà. Et puis sur la question de tes différents modèles, donc ça va un petit peu ensemble, puisque je me demandais comment tu étais arrivé à construire ces modèles-là, et que finalement, entre ces différents types de modèles d'habitat, est-ce qu'ils ne seront pas
perméable et que un établissement peut recouvrir différentes formes de modèles, puisqu'on peut imaginer un étage d'un EHPAD qui a un modèle peut-être très hôtelier et un autre EHPAD avec une unité entre guillemets protégée ou quoi qui serait plutôt un modèle familier. Voilà, on peut imaginer différents croisements qui peuvent avoir lieu. Donc finalement, quelle est comment tu as construit ça et comment tu pourrais traiter ces modèles un peu mixtes. Et puis, dernière question, comme on est quand même au sein de l'école d'architecture, est-ce que le caractère institutionnel ne peut pas être gommé par l'architecture? Notamment, moi je me réfère encore à mes propres travaux et ce que j'ai observé, c'est que les personnes que j'ai rencontrées me disaient « moi j'aime bien habiter dans ce logement-foyer, donc cette résidence, parce que ça ne fait pas du tout habitat de vieux. De l'extérieur, personne ne sait que j'habite chez les vieux, donc moi ça me va bien. » Donc peut-être que tu as le même genre de réflexion en résidence-service. Maëlle, maintenant. Merci aussi pour cette communication qui était très riche et très intéressante. Et effectivement, on montre bien finalement l'attractivité de ces nouveaux modèles d'habitat participatif et on voit aussi les limites de ces habitats et qui ne sont pas forcément toujours perçus par les futurs habitants du projet. Et ce qui me semble intéressant, c'est que là, si j'ai bien compris, on parle de projets qui vont voir le jour, qui ne sont pas forcément encore éclos. Donc moi, j'aurais été intéressée d'avoir des petites précisions aussi sur ces projets. Ça représente combien de personnes, combien d'habitants, quel type de loyer on va attendre, voilà, quel type de projet social se dessine derrière, parce qu'effectivement, ça peut être très divers, ce type de projet. Donc là, j'étais intéressée de savoir sur cette enquête, c'était quel type de projet. Et puis, voir aussi si ces personnes se rendent compte qu'elles sont sur un projet qui est à venir et qui finalement ne sera peut-être pas pour elles. Enfin, il y a une chance que si une maladie intervient, un décès ou quoi, elles vont peut-être construire un type d'habitat qui sera peut-être pour quelqu'un d'autre. Et auquel cas, comment ce quelqu'un d'autre va s'inclure dans le collectif déjà formé et comment il va pouvoir prendre un petit peu le bateau en cours. De la même façon, on peut imaginer du moment où l'habitat va sortir de terre et va fonctionner, comment on va renouveler les habitants en gardant ce caractère tout à fait participatif. Voilà. Voilà, j'arrête là. Merci. Moi, je vais commencer par répondre à la 4e question, puisque finalement, c'était la 2e élément de réponse que je voulais vous apporter tout à l'heure et qui m'a esquivé. Voilà. Donc voilà. Pour resituer dans le contexte, et non, j'ai pas la maladie d'Alzheimer, même si vous y pensez. Pour resituer le contexte dans lequel je vais présenter ces solutions, ce caractère collectif, il va donner il va faire peur à beaucoup de résidents. Et si on veut le gommer, une des manières qu'on a trouvé les plus efficaces pour le gommer, suite à cette recherche, c'est d'agir sur l'architecture. On pense que traditionnellement, et quand je dis on, j'inclus la plupart des promoteurs immobiliers de ce type d'habitat, qu'il faut créer des grands espaces, une grande pièce commune dans laquelle tout le monde pourra s'y retrouver, faire la fête, ça sera joyeux. Et comme tout le monde sera là, il y aura forcément moult d'échanges. L'usage des personnes qui vivent dans ces établissements était l'exact inverse. On peut voir plein de monde dans les couloirs, dans les recoins, dans les cages d'ascenseur, alors que la grande salle peut rester complètement vide. Parce que le travail de transformation de la collectivité en convivialité passe par la recréation de liens très intimes avec peu de personnes. Et donc, architecturalement, ça signifie que si on a des mètres carrés à utiliser, il vaut mieux les utiliser pour créer des espaces multiples, plus petits, où il y aura plus de rencontres possibles qu'un seul et grand espace sur lequel on espère que tout le monde s'y retrouvera pour faire la fête. Donc voilà sur ce point-là. Je ne vais pas répondre aux 4 questions, clairement pas. Déjà parce que après la présentation de Pearl ce matin, je ne sais pas finalement quelle définition donner. Au niveau de la méthode, j'ai la chance de bénéficier
beaucoup de données, à la fois quantitatives et qualitatives. Ça fait 6 ans qu'au sein du pôle recherche, on construit et on recueille plein de données là-dessus. Alors c'est vrai qu'on communique peu et on laisse les autres chercheurs se débrouiller un peu tout seuls. Mais nous, on a une bonne visibilité sur ton groupe des données. Pas que, non, on a beaucoup de choses. En l'occurrence, pour cette approche, vraiment, on est bien sur une démarche davantage qualitative. De ce qui nous intéresse, on prend les personnes à plusieurs moments. D'accord ? On va prendre des personnes qui sont rentrées en résidence et on va retracer avec eux tout leur parcours, leur process d'entrée en résidence pour essayer d'identifier ce qui a aidé à faire basculer vers la décision d'entrée et les éléments qui ont pu les freiner. Tout ça dans une perspective d'amélioration du processus commercial. On a également rencontré des personnes en cours de ce process et qui l'ont abandonné sans aller jusqu'au bout. Et en essayant de comprendre qu'est-ce qui les a fait renoncer à la décision d'entrée. Et puis dernièrement, j'ai eu l'opportunité de mener un projet sur des personnes qui ne connaissent pas ce type d'habitat, qui n'en ont pas entendu parler, qui ne s'y sont pas intéressés, parce qu'elles ne s'estiment pas encore vieilles de leur point de vue, même si d'un point de vue de l'âge, elles sont normalement ciblées comme potentiels habitants, et leur proposer, leur montrer en fait une définition, plusieurs définitions même, de la résidence service senior, et de les faire parler de leur ressenti par rapport à ça. Sur ce deuxième aspect, c'est clair qu'on sort un petit peu du cadre sociologique qu'on a habituellement, puisqu'on va ajouter un élément extérieur de la personne et à partir de cette stimulation, la faire parler. Et ça nous permet, nous, de repérer les représentations qu'il y a chez cette personne. Pour la construction de la typologie, ce travail il avait été initié, je cherche son nom depuis ce matin, il a été initié par un professionnel qui, dans un article de Colette Hénard, il avait fait ça, il avait commencé à dessiner un certain nombre de modèles d'habitat. Cette modélisation m'avait bien paru, sauf que l'article était assez daté, donc moi je l'ai réactualisé à partir de ce que j'observe des représentations de la personne âgée. Moi, mon point de vue, c'est toujours de partir de ce que, dans la tête, les personnes âgées que je rencontre. Alors, on se pose la question, est-ce que j'ai un échantillon représentatif des personnes âgées que je rencontre ? On ne peut pas jamais en être sûr à 100%. Je pense que néanmoins, maintenant, j'arrive bien à avoir une assez bonne représentativité des personnes de plus de 75 ans sur cette question. Y compris pauvres, oui. Oui, parce que, en fait, encore une fois, on va retourner sur les questions économiques. Une résidence service senior, ça coûte assez cher. Alors, ça coûte vraiment beaucoup moins cher qu'un EHPAD, etc. On n'est pas du tout dans les mêmes ordres de prix. Mais il y a quand même cette barrière du frein. Et vous avez vu les images que je vous ai présentées. Ça donne vraiment une image de luxe. Ça donne vraiment cette image de luxe. Et bien, cette image de luxe, c'est un vrai problème parce que finalement, ça décourage un certain nombre de personnes qui ont largement les moyens de se payer la vie dans ces établissements, mais qui pensent que c'est beaucoup plus cher que ça. En moyenne, pour une formule, le panier moyen est inférieur au revenu médian des personnes de plus de 70 ans. Et pour répondre à votre question, pour un groupe qui cherche à développer son offre, c'est important de savoir où positionner en termes de tarifs ces produits. Et donc oui, on va aussi s'intéresser sur des personnes qui ont a priori moins de moyens. Même si c'est vrai qu'on qualitativement, on va pas trop se concentrer sur les personnes qui ont le droit à l'aide sociale, parce que elles ne rentreront sans doute jamais dans cette cible de population. Oui, alors,
Je sais pas si ça marche ou pas, oui. Ouais. Je vais juste me permettre de compléter un petit peu en vous faisant part d'une réflexion d'un gestionnaire qu'on a rencontré dans le cadre du programme de recherche il y a quelques mois. Où, en Gironde, en fait, les agréments pour la construction de nouvelles résidences autonomie ont été relancés cette année. Donc ça veut dire qu'il va y avoir de la construction de nouveaux établissements. Et ce gestionnaire-là de résidence autonomie nous disait qu'en fait, suite à cette relance, ils avaient réfléchi à concevoir de nouvelles résidences et donc affiner un petit peu le modèle de leurs anciennes résidences. Et ils s'étaient rendu compte que les résidences senior service, donc privées, étaient de plus en plus concurrentielles en termes de tarifs avec les résidences autonomie, que donc il fallait qu'il y ait une réflexion en termes d'offres, de services, d'espaces communs sur les résidences autonomie pour ne pas proposer un produit qui souffre vraiment de la comparaison vis-à-vis des établissements privés. Alors, Bérénice en a parlé, elle a parlé des résidences services seniors de type social. C'est quelque chose qui est beaucoup plus facile aujourd'hui de construire une résidence service senior que de construire une résidence autonomie. Vous n'entrez pas du tout dans les mêmes normes, c'est beaucoup plus facile. Vous avez pas... Aujourd'hui, il y a beaucoup de bailleurs sociaux qui préfèrent construire une résidence service senior tout en gardant cette valeur de proposer un produit accessible au plus grand nombre, parce que c'est plus simple, plus facile que de faire une résidence autonomie. Rappelons que ça ne relève pas de la même législation et que les résidences autonomie sont des résidences médico-sociales soumises à la loi du 2 janvier 2002 qui est assez contraignante effectivement pour les constructeurs, qui n'est pas le cas des résidences-services qui sont beaucoup plus libres. Mais je suis contente d'apprendre qu'en Aquitaine, il va y avoir des nouvelles résidences autonomie. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de nouvelles résidences autonomie. Une bonne trentaine d'années, je pense. Et alors, en ce qui concerne les questions, nombre de personnes, pour les projets, c'est des projets qui sont citoyens, je l'ai dit, donc c'est un collectif d'habitants qui s'est monté. On est sur des projets d'une vingtaine de personnes. Et pour le milieu rural, un peu moins, parce qu'il faut forcément des échelles un peu plus petites. Donc là, c'est des unités entre 5 et 10 personnes. Voilà pour la taille. Pour le loyer, ça dépend en fait, parce que certaines opérations sont en accession. Donc là, on est sur un tarif qui est, comme le projet est adossé à un promoteur social, le tarif est forcément limité. Alors avec une TVA à 5% pour ceux qui peuvent en bénéficier, et pour les autres c'est 20%, mais en tout cas le prix au mètre carré est censé rester sous le plafond qui est, en tout cas pour Bordeaux, c'est beaucoup plus bas que les prix du marché, pour vous dire. Et après, pour ce qui est du locatif, c'est un tarif qui se rapproche du tarif locatif social. Et pour les coopératives d'habitants, je crois qu'il y en a dans la salle qui seront mieux placés que moi pour le dire, ça dépend en fait des prêts qu'ils peuvent obtenir, ça dépend de la garantie sur les prêts, sur combien d'années. Voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Et comme la coopérative d'habitants, c'est un système relativement nouveau, c'est encore des pionniers qui font ça actuellement, il n'y a pas trop de recul. Et pour l'instant, je ne sais même pas si eux-mêmes le savent actuellement combien ils payent. Voilà. Deuxième question sur l'échéance et la lenteur du projet. Effectivement, c'est un problème. Alors aujourd'hui, les délais quand même se raccourcissent un petit peu. On est plus sur 5 ans que sur 15 ans. Mais certains des premiers membres des groupes, quand c'est des initiatives citoyennes, doivent partir avant la fin parce qu'elles voient que ça va trop lentement pour elles, ou alors elles doivent presser le groupe, ça arrive aussi. Que des personnes qui se sentent un petit peu pressées, qui ont vraiment envie d'emménager prochainement pour pouvoir en profiter, se sentent pas tout à fait à l'aise avec ça, et donc oui, c'est un problème. Mais là encore, c'est plus tout à fait des pionniers en termes d'habitat participatif, mais c'est quand même des démarches qui sont encore pas forcément suffisamment accompagnées par les collectivités, par exemple, parce qu'elles n'ont pas encore assez de recul non plus. Donc, à terme, je dirais que la tendance serait quand même à la réduction des délais pour les projets. Et alors, pour le renouvellement des populations, l'idée de prendre le train en route, effectivement, c'est une question. Je pense que c'est quelque chose qui va être compliqué à aborder. Je ne sais pas où ça en est, je pose la question, mais je sais que pour les Baba Yaga, donc, qui sont le projet pionnier, c'est un petit peu la mairie qui a repris la main sur cette gestion des attributions. Et ça pose certains problèmes aussi en termes d'identité de projet. Donc je pense que la question n'est pas encore réglée et que ce sera par contre une question importante à traiter pour les groupes d'habitants. Voilà. Est-ce que vous voulez compléter, Iris? Je crois que... Oui, une question qui est rapide en fait. Le modèle utilisé, le modèle domestique, hôtelier, hospitalier, etc., il a aussi été développé par Suzanne Bradon, notamment sur l'équipe de recherche au Canada,
socio-économie, sur les différents modèles. Pour le coup, ils ont fait une comparaison internationale complètement hallucinante, où ils sont allés aux États-Unis, au Canada, ils sont aussi allés dans plusieurs pays d'Europe pour regarder qu'est-ce qui se passait dans ces différents modèles, et ils ont notamment montré que le modèle domestique, que chacun en fait, des modèles avait des vertus et des limites, et que notamment une des limites, grosses limites du modèle domestique, c'était qu'il favorisait notamment des rapports extrêmement violents entre les résidents et les professionnels, et que particulièrement c'était le modèle dans lequel on retrouvait des manifestations, enfin en tout cas des mises en place de sociétés particulièrement racistes aussi aux États-Unis ou dans le Sud, par exemple. En fait, dans ces modèles-là, ce sont plutôt des femmes noires qui s'occupent des vieux résidents blancs, et donc, grosso modo, ce problème-là de la question des relations et des statuts des différentes personnes se reposait dans des façons différentes en fonction des différents modèles. Au début, je voulais savoir, parce que tu nous as dit que tu t'étais appuyé sur la vie des résidents, mais tu avais aussi dit que tu avais une norme à te donner, et je voulais savoir si tu avais abordé cette question-là, c'est-à-dire celle des conditions de travail des professionnels. Ce sera ma fixette de la journée. Oui, c'est une question que j'ai beaucoup travaillé. Tout simplement parce qu'une des premiers utilisations de mes données de recherche, encore une fois, hein, je suis dans un cadre privé, donc il faut qu'il y ait une utilisation assez concrète. Je joue le jeu. C'est d'aider les intervenants à domicile à faire leur job le plus en adéquation possible avec les attentes du résident, tout en les préservant des risques psychosociaux qui sont liés à un travail à domicile. Il y a quand même quelque chose qui est que le domestique, c'est le modèle domestique est l'attente du client. C'est pas la réponse fournie par les résidences services seniors. Concernant les espaces privés, c'est clair que ce travail de domestication il a eu lieu et qu'il se positionne autant que possible sur le modèle domestique. En revanche, pour tout le reste, en termes d'architecture générale de l'établissement, en termes de services proposés et en termes d'éthique professionnelle, on est encore davantage dans le modèle hôtelier. Ce modèle hôtelier va avoir contre toute attente, va constituer une protection contre ces éléments. Le modèle hôtelier, du point de vue du travail salarié, c'est quoi? C'est ne pas être dans une éthique de la bienveillance, comme on peut l'avoir souvent sur des professionnels qui interviennent au domicile, mais dans une éthique du client. Ce rapport de prestataire-client plutôt que aidant-aidé va limiter l'exposition aux risques psychosociaux du salarié. Pas complètement. D'accord ? Pas complètement, parce que finalement, ce positionnement à distance va convenir à un certain nombre de personnes dans la résidence qui n'ont pas envie d'une relation plus proche avec un personnel de l'équipe. Ce n'est pas le cas pour tous. Il y a un certain nombre de résidents qui, eux, vont voir dans l'intervention à domicile la possibilité de se lier avec l'intervenant. Et dans ce cadre-là, le positionnement professionnel de l'intervenant va cesser de relever de l'ordre de l'éthique du client pour entrer dans cette éthique de la bienveillance assez traditionnelle dans le milieu de l'intervention à domicile. Et on peut retomber là dans les mêmes travers qu'il peut y avoir. Et je suis assez d'accord que cette relation peut devenir violente dans ce cadre-là, dans un sens comme de l'autre. La relation elle est violente pour deux choses. On peut avoir, dans le cas de ce que nous décrit Iris, un donneur d'ordre, un client, non respectueux de la personne et du travail de la personne intervenante. Mais ça peut être à l'inverse. Une violence, moi je parle souvent de la violence de la bienveillance. Lorsque un intervenant se prend d'affection pour un client, souvent d'ailleurs à la demande de ce client,
eh ben, on va avoir tendance à protéger, en tant qu'intervenant, à protéger la personne, à faire en sorte de limiter sa prise de risque. Mais cette limitation, cette sécurisation, cette protection qu'on va avoir en tant qu'intervenant à domicile sur la personne âgée, elle est d'une extrême violence, parce qu'elle va conduire à des limitations de la liberté, à des prises de décision à la place de la personne. Et ça, c'est tout aussi violent que dans l'autre sens. Et donc cette éthique du client, qui, moi, au départ, quand je suis arrivé dans l'entreprise, m'a profondément bousculé, finalement s'avère être un rempart efficace, peut-être pas idéal, mais efficace, contre un certain nombre de dérives du travail à domicile traditionnel. Un exemple pour compléter, mais je serai assez court. C'est frappant pour moi parce que ça s'est passé dès que je suis rentré dans l'entreprise. On a reçu une lettre de réclamation d'un client, enfin, du fils d'un client, qui était scandalisé parce qu'on avait laissé sortir sa mère à une sortie à l'étranger, la résidence de Nice, qui était partie en voyage en Italie, et que cette personne s'était perdue. Et le fils était scandalisé parce qu'on savait très bien que cette personne, elle était désorientée, donc elle avait un risque de se perdre. Et moi, je comprenais au départ la réaction du fils qui dit « bah oui, il ne fallait pas la laisser sortir, cette personne. Elle risquait de se perdre. » La posture de l'éthique du client qui est derrière, qu'on doit respecter en résidence-service senior, c'est notre client, c'est le résident, c'est pas le fils. Si le client, qui est le résident, qui est un majeur et qui n'a aucune décision de justice qui fait qu'il peut lui empêcher, qui vient remettre en question cette majorité, on doit respecter sa décision. Et si sa décision, c'est de prendre le risque de se perdre, et qu'elle est consciente de ces risques, eh ben on ne peut pas s'y opposer. Donc oui, la personne est sortie, elle s'est perdue, elle va bien. Mais le fils n'était pas content. Et la réaction de la direction qualité qui a reçu la réclamation, c'est de dire que l'équipe a fait son travail, a fait ce qu'elle devait et a respecté la décision de sa mère, qui est notre cliente. Et ça, je pense que c'est assez significatif de ce qu'est l'éthique du client et de pourquoi ça aide, dans un certain nombre de cas, à protéger les collaborateurs de plein de dérives. En tout cas, merci pour la référence. Je vais aller voir Suzanne Modelet. Je veux bien. Est-ce que vous avez d'autres questions pour l'un ou l'autre des intervenants? Madame. Pascal Mignon, architecte. Sur les exemples que vous aviez cités ou qui ont été l'objet de votre étude, vous avez parlé de l'habitat participatif en milieu urbain. Vous avez dit que vous aviez l'habitat participatif en milieu rural. Je comprends pourquoi, parce qu'en milieu urbain, effectivement, il y a plus de proximité de services. Mais est-ce qu'on peut pas se poser la question du milieu rural, qui a aussi un patrimoine architectural en questionnement ou en devenir? Ça ne peut pas aussi être une solution où est bas, c'est quoi l'habitat participatif, en tout cas une réponse pour des personnes âgées qui vivent dans la ruralité avec des habitats qui sont le plus souvent non adaptés parce que trop grands, parce qu'ils sont en montage. C'est-à-dire de monter des projets en milieu rural dans un patrimoine qui est... C'est-à-dire qu'il y a du patrimoine architectural, il y a une demande, et en fait, il y a moins d'expérience qu'en milieu urbain. Alors, je ne peux que constater maintenant, après je ne sais pas s'il y a des possibilités de levier, mais je le constate, je ne sais pas si ce constat. Oui, il y a moins de projets en milieu rural qu'en milieu urbain, pour la bonne raison que le milieu rural est souvent éloigné des services et implique alors, très régulièrement l'automobilité ou en tout cas la proximité avec une ligne de bus, de train, et que face à ça, c'est souvent le milieu urbain ou en tout cas centre-bourg qui est privilégié pour les projets participatifs pour avoir accès à tous ces services de proximité. Et pourtant, il y a des seniors en milieu rural.
D'autres questions, Louis? Une question pour Antoine. J'espère ne pas encore te pousser vers quelque chose que tu ne souhaites pas, parce que ça vient d'une volonté peut-être de ma part qui se questionne encore une fois sur les enjeux de rapports sociaux de classe, dans la mesure où tu as très bien traité l'entre-soi d'âge et tu l'as très bien interrogé dans ta communication. Et moi, quand tu as montré cette photo du blister des 4 personnes âgées, ce qui m'a frappé aux yeux tout de suite, c'était l'entre-soi de classe, pour le coup. Et est-ce que tu aurais des éléments, des discours des bénéficiaires eux-mêmes qui mettent en avant cette volonté ou cette prise de distance par rapport à l'entre-soi de classe et qui permettrait de croiser ton analyse avec âge et classe? Alors oui, il y a une véritable recherche d'un entre-soi qui n'est pas un entre-soi générationnel, qui est davantage un entre-soi de classe. C'est très significatif. Les résidents de ces résidences ne cherchent pas la mixité sociale. Hein, clairement pas. Clairement pas. Dans cette photo, il y a ce travail conscient, et c'est normal que tu l'aies remarqué, puisqu'il y a vraiment ce travail de montrer des personnes qui, oui, se ressemblent. Et dans les publicités, il y a, et c'est issu de mes travaux, donc c'est très conscient, de montrer que oui, il y a ce regroupement, non pas parce que vous êtes le même âge, donc vous soyez ensemble, mais parce que vous vous ressemblez, vous avez de fortes chances d'avoir des intérêts communs et de pouvoir partager des moments de convivialité. Donc ces 4 personnes-là ont un... Donc oui, on se ressemble vestimentairement, font partie d'une même catégorie sociale, tout comme on va avoir d'autres images qui vont représenter la même similitude, mais dans une autre catégorie. Et c'est quelque chose qui est relativement recherché, parce que ça correspond davantage à l'attente des clients. Et donc d'un point de vue stratégique, c'est quand même plus intéressant de montrer comment c'est possible d'être ensemble et que ça soit valorisant pour chacun d'être ça. Ce qu'on cherche à tout prix à éviter, parce qu'on s'en rend bien compte dans ma présentation, c'est des grands moments festifs où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde est content d'être là malgré les différences. Je crois qu'il y a eu un moment où les groupes de résidence service senior étaient vraiment sur cet aspect-là. C'est bien d'être en collectif, c'est bien d'être ensemble, c'est bien de partager. L'important, c'est de vivre ensemble. Aujourd'hui, il y a cette reconnaissance que les gens n'ont pas envie de vivre ensemble. Et que s'il y a ce vivre ensemble, il faut que ça soit un vivre ensemble maîtrisé. Et l'un des meilleurs moyens d'avoir ce vivre ensemble maîtrisé, c'est de maîtriser cet entre-soi. Alors là, il est social, c'est clair, mais il n'est pas que social, d'accord ? Il peut être vraiment un entre-soi conjugal, d'accord ? Là, on a pris il y a 2 hommes, 2 femmes. Ce qui se passe réellement dans une résidence, c'est que les hommes se retrouvent entre eux, que les femmes en couple se retrouvent entre eux, et voilà, parce qu'il y a ce partage d'expériences communs, on a vécu la même chose, on est à peu près au même niveau, et c'est ça qui va créer le lien, davantage que le fait d'être vieux. Et donc oui, il y a vraiment ce travail-là qui est présent. Encore une fois, les résidences-services, et notamment celles pour lesquelles je travaille, ne sont pas de l'habitat social. Mais de l'habitat social crée aussi un entre-soi. Alors un entre-soi d'une autre catégorie, mais ça crée aussi un entre-soi. Sans doute plus subi que choisi, comme c'est dans le cas, mais ça l'est aussi. Un exemple de cet entre-soi où des fois c'est mal géré, par contre, en milieu rural, on a beaucoup de résidences. Parce qu'en milieu rural, on l'a dit, il y a pas mal de personnes âgées. Mais aussi en milieu rural, il y a des gens qui sont agriculteurs. Et un agriculteur, au moment où il vend son exploitation, même s'il n'a pas eu de grosse retraite, de gros revenus, il a largement les moyens de vivre très très confortablement dans ces résidences-là. En revanche, culturellement, il va se retrouver en décalage avec le reste de la population. Et là, on voit bien que le fait d'avoir le même âge,
ou de partager le même territoire de vie commun n'est pas suffisant à cette création de liens. Et donc, si cette personne ne va pas retrouver d'autres personnes dans la résidence avec lesquelles elles vont pouvoir partager leur culture, ça va être très compliqué pour elles de s'intégrer. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais oui, il y a bien un entre-soi social. Ça ne veut pas dire que c'est réservé pour des classes supérieures, clairement pas. Mais en revanche, les regroupements se font sur un entre-soi social. Mais n'est-ce pas le modèle que vous avez construit qui fait cet entre-soi de classe, en fait? Pas le contraire, c'est bien votre offre de cette entreprise-là qui construit cet entre-soi de classe, en fait. Parce qu'elle ne construit même pas une entre-soi pour la culture ou une chose comme ça, parce que quand on voit au regard des photographies, cette mise en scène-là ne fait pas plaisir à une classe sociale, on va dire entre guillemets haute, qui serait fière de ce qu'elle est. C'est pas ça. C'est votre entreprise qui crée cet entre-soi, en fait. Pas un entre-soi social, c'est un entre-soi de classe. Enfin, je sais pas. Vous créez ce besoin. Alors le besoin, elle ne le crée pas. Ça, c'est clair que le besoin d'entre-soi n'est pas créé par le produit. Est-ce que le produit... Non, mais c'est vrai, le besoin ne peut pas être créé. Par contre, est-ce que le produit n'encourage pas cet entre-soi? Alors le fabrique, oui. Oui, très clairement, vivre en collectivité va créer un regroupement en fonction des affinités de manière assez naturellement. Alors si j'ai bien compris, le premier modèle que vous donnez, ça serait à peu près un modèle d'habitat que vous pouvez appeler même vernaculaire, en fait, c'est l'EHPAD, le truc. Et ensuite, au-delà de ça, vous allez choisir, donc vous, ce retranchement sur cette classe, en fait. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une segmentation marketing? Non. Historiquement, non, clairement pas. Il s'agit d'une réponse à un besoin, et que dans cette réponse à un besoin, les créateurs de l'entreprise ont pensé que pour se distinguer de l'EHPAD, il fallait créer des éléments... Pardon ? De distraction. Des éléments de distraction, de distinction aussi. De distinction. Et oui, tout à fait. Des piscines, des éléments, et que ça allait créer une alternative à l'EHPAD. Ça allait permettre de vraiment faire autre chose qu'une institution. Alors après, j'espère l'avoir montré dans ma communication. Ça ne marche pas toujours. Au contraire, ces éléments très collectifs vont au contraire alimenter le caractère institutionnel qu'on peut avoir sur ces établissements. Mais si je comprends bien la question, c'est que l'entre-soi, il aurait pu être évité par un habitat de type hospitalier, sans doute. Sans doute qu'un EHPAD limite cet entre-soi parce qu'il met à la base du vivre ensemble le besoin de soins. Mais là, moi, je n'ai pas de besoin de soins dans ces établissements. Je n'ai pas rencontré une personne qui est venue dans ces établissements, enfin je réfléchis à haute voix, hein, mais j'ai jamais rencontré une personne qui est venue parce qu'il y avait ce besoin de soins et que ce besoin était supérieur aux autres besoins et rendrait acceptable le fait de vivre avec des gens qu'elle n'aurait pas envie de vivre. Après, c'est sûr que si on pense que la mixité sociale est une très bonne chose à l'échelle d'un voisinage direct et du partage du déjeuner le midi, vous n'allez pas vous plaire dans une résidence service senior. Clairement pas. Parce que en résidence service senior, par exemple, si vous allez au restaurant et que vous déjeunez, et que vous y déjeunez chaque jour, autant bien s'entendre avec la personne en face de vous. Parce que ça va être compliqué de changer de voisin. Alors au restaurant, mais de manière plus générale. On reste quand même sur de l'habitat, sur quelque chose. Durée moyenne de séjour en résidence, c'est 6 ans. Donc les voisins, on les a pour un bon bout de temps.
Donc il y a quand même cette idée de dire au moins je les ai choisis, quoi. C'est sûr qu'une personne qui veut cette mixité sociale, je pense pas qu'elle s'intéresse à un concept d'habitat comme les résidences-services seniors. Enfin, je me trompe peut-être, hein, mais je... Je vois qu'il y avait différentes réactions. Peut-être il nous reste 1 minute. Donc vous êtes large, mais monsieur, depuis tout à l'heure, je vois que vous voulez prendre la parole. Par rapport au participatif, et en l'occurrence une coopérative d'habitants, le projet est complètement inverse. C'est-à-dire qu'on part sur déjà une anticipation de notre vieillesse ou de notre futur, en disant mais quels moyens on va se donner pour y arriver avec facilité. Et puis il y a le côté social de la création qui fait qu'on choisit les gens avec qui on va vivre. Et ensemble, on fait le projet. Et au fur et à mesure du renouvellement, puisque la question s'est posée, eh bien, les gens qui partent, soit pour des vieux, par décès ou par envie de partir, sont remplacés par d'autres, là, logiquement un peu plus jeunes. Mais quand ils rentrent, ils adhèrent au projet tel qu'il existe à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas évoluer dans le temps, mais il y a une continuité et c'est fait pour justement qu'il y ait cette continuité, que le projet qui se veut vertueux au départ ne le reste pas. Il faut qu'il continue comme ça. C'est une demande des gens qui nous accompagnent ici, des institutionnels. Voilà. En ce qui concerne, il y avait une question tout à l'heure sur le niveau des loyers. On est, enfin en ce qui nous concerne, on a des loyers de type PLS en majorité. Sur 17 loyers, il y a 12 PLS. Et les loyers libres sont indexés dessus. Et je peux même vous donner le ratio, c'est 1,12. Donc ça reste Le caractère social. Le caractère social reste même pour les loyers libres. Et en même temps, parce que c'est quand même un point important de notre projet, il est mis en place un système de solidarité pour que tout le monde, justement, la mixité sociale, là pour le coup, on la veut le plus possible et que tout le monde puisse, dans une certaine mesure, y rentrer. Et moi, je rajouterais, par rapport à la transmission, au renouvellement, que les gens qui rentrent dans le projet, il faut qu'ils adhèrent aux valeurs, et donc parce qu'il faut travailler, c'est-à-dire c'est pas parce que le projet sera terminé qu'il faut continuer à gérer tout le projet, à gérer toute la structure. Il n'y a personne, il n'y a pas un directeur qui va gérer la structure. Ce sont les habitants qui gèrent la structure. Donc ça veut dire que la participation, elle continue. Donc il faut continuer à gérer. Ça veut dire qu'aussi on se réunit, on travaille ensemble, on fait des choses ensemble et on participe au projet. On voit bien avec ces échanges-là pour le mot de la fin que la question de la pluralité et des approches, elle est bien centrale. Hein. Je crois que c'est une conclusion assez naturelle. Je crois qu'on doit arrêter là. Je regarde les organisateurs. Et puis, n'oubliez pas que vous pourrez voir et revoir à l'infini cette journée puisqu'elle a été filmée. Voilà, merci à tous.